L'islamisme tranquille en Espagne. Le tremblement de terre géopolitique sous la surface. Permettez-moi de vous ramener à un mardi apparemment ordinaire de la fin mai, le 21 mai 2024 pour être exact. Ce matin-là, le ministère de l'Intérieur de Sich publiait son rapport annuel sur l'appartenance religieuse, et enfoui à la page 47 se trouvait une statistique qui aurait dû tirer la sonnette d'alarme dans toutes les capitales européennes. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le nombre de Siars se convertissant à l'islam dépassait le nombre d'immigrants rejoignant la foi. Pas beaucoup, seulement quelques centaines, mais la tendance était indubitable. Et si vous savez où chercher, cette donnée unique n'est pas seulement une curiosité démographique. Il s'agit du premier choc d'un changement géopolitique qui pourrait remodeler la Méditerranée, redéfinir les relations de l'Europe avec le monde musulman et contraindre l'Espagne à prendre des décisions qu'elle a passé des siècles à éviter. J'ai passé les 3 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, de l'identité et du pouvoir, d'abord en tant qu'universitaire, puis en tant que conseiller auprès des gouvernements, et maintenant en tant que personne qui observe ces tendances se dérouler en temps réel. Et ce que je peux vous dire, c'est que le discours dominant sur la communauté islamique croissante en Espagne est soit dangereusement naïf, soit délibérément trompeur. L'histoire officielle raconte que l'Espagne, une nation historiquement catholique avec un passé islamique complexe, connaît une augmentation modeste mais gérable du nombre de convertis musulmans, motivée par un mélange de recherche spirituelle, de mariages interreligieux et de croissance naturelle de ces communautés d'immigrants. Le gouvernement nous assure qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est juste un autre chapitre de l'évolution multiculturelle de l'Espagne. Les médias, lorsqu'ils prennent la peine de couvrir l'histoire, la présentent soit comme une histoire réconfortante de tolérance religieuse, soit comme une mise en garde sur les défis de l'intégration. Mais voici le problème, il ignore les forces tectoniques sous la surface. Commençons par les chiffres. Selon l'Observatoire espagnol du pluralisme religieux, le pays compte aujourd'hui entre 2,5 et 3 millions de musulmans, soit environ 5% de la population. Cela représente une hausse par rapport à seulement 300 000 en 1990. La ligne officielle est que cette croissance est principalement tirée par l'immigration en provenance du Maroc, de l'Algérie et du Pakistan, les conversions ne représentant qu'environ 10% du total. Mais en creusant plus profondément, l'histoire devient plus trouble. La conférence épiscopale de Sich, qui suit les tendances religieuses, rapporte que les conversions à l'islam ont augmenté à un rythme annuel de 15 à 20% depuis 2015. Ce n'est pas seulement un incident, c'est une courbe exponentielle. Et c'est là que cela mène, la majorité de ces convertis ne sont pas des immigrants. Ce sont des Siars d'origine, souvent jeunes, instruits et originaires de zones urbaines comme Madrid, Barcelone et Valence. Certains sont d'anciens catholiques désillusionnés par les scandales de l'Église, d'autres sont athées ou agnostiques, attirés par l'authenticité perçue de l'islam ou par sa résistance au matérialisme occidental. Mais ce qui motive réellement cette tendance n'est pas seulement la curiosité spirituelle. C'est de la géopolitique. Ce que le récit officiel ne vous dit pas, c'est que le renouveau islamique en Espagne ne se produit pas en vase clos. Il est activement façonné par des acteurs externes, certains disposant de ressources financières considérables, d'autres ayant une longue mémoire. Commençons par le Maroc. Le voisin méridional de l'Espagne a passé la dernière décennie à étendre discrètement mais agressivement son influence dans la péninsule ibérique, non pas par la force militaire, mais par le soft power. Rabat a investi des millions dans des centres culturels islamiques, financé des écoles coraniques en langue sich et a même établi un réseau d'organismes de certification halal qui contrôle désormais une partie importante de l'industrie alimentaire espagnole. Ce n'est pas de la charité. C'est de l'art de gouverner. Le roi Mohamed VI du Maroc, qui porte également le titre de « commandeur des croyants », considère l'Espagne comme faisant partie d'un Dar el-Islam plus large, une extension historique et spirituelle du Maghreb. Et il n'est pas seul. Le Diyanet turc, l'autorité religieuse de l'État, a été tout aussi actif, finançant des mosquées et des programmes d'études islamiques en Espagne, souvent avec l'approbation tacite d'Ankara. Il y a ensuite l'Arabie saoudite qui, malgré son récent virage vers la modération, maintient toujours une présence discrète mais persistante par le biais de donateurs privés et d'organisations caritatives. Mais c'est ici que l'histoire prend une tournure plus sombre. La montée de l'islam en Espagne n'est pas seulement une question d'influence culturelle. C'est une question de pouvoir. Et les pouvoirs en place,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Espagne, le savent. Laissez-moi vous dire quelque chose qui apparaît rarement dans l'actualité de 2022, un rapport classifié des services de renseignement SICH, dont j'ai vu des extraits, avertissait que certains États du Golfe et gouvernements d'Afrique du Nord utilisaient les communautés islamiques d'Espagne comme point de pression dans leurs relations avec Madrid. Le rapport mentionne spécifiquement l'utilisation par le Maroc de l'immigration comme levier, quelque chose que nous avons vu se produire en 2021 lorsque Rabat a autorisé des milliers de migrants à prendre d'assaut l'enclave SICH de Ceuta après que Madrid ait accordé un traitement médical à un leader indépendantiste du Sahara occidental. Mais il ne s'agit pas seulement de migration. C'est une question d'identité. Le Maroc, en particulier, a une stratégie à long terme visant à réislamiser la région andalouse espagnole, une terre qu'il appelle encore dans les documents officiels à l'Andalus, un territoire, temporairement, perdu au profit de la domination chrétienne en 1492. Ce n'est pas seulement de la nostalgie. C'est de l'irrédentisme avec un vernis religieux. Maintenant, sortons. Pourquoi tout cela est-il important dans le grand schéma des choses ? Parce que le renouveau islamique en Espagne est le microcosme d'une lutte bien plus vaste, la bataille pour l'âme de l'Europe à l'ère de la concurrence entre les grandes puissances. Les États-Unis, la Russie et la Chine regardent tout ce qui se passe, et chacun a un intérêt dans la façon dont cela se déroule. Pour Washington, la population musulmane croissante en Espagne est à la fois une opportunité et une menace. D'un côté, les États-Unis considèrent depuis longtemps les communautés musulmanes d'Europe comme un rempart potentiel contre l'influence russe, d'où les millions de dollars investis dans des programmes de lutte contre l'extrémisme violent, dans des endroits comme Ceuta et Melilla. Mais d'un autre côté, Washington craint de plus en plus que la renaissance islamique de l'Espagne ne rapproche le pays du monde non aligné, d'autant plus que Madrid cherche à équilibrer ses liens transatlantiques traditionnels avec sa dépendance économique à l'égard de l'Afrique du Nord et du Golfe. Nous avons vu cette tension se manifester en 2023 lorsque l'Espagne, sous la pression de sa communauté musulmane, a reconnu l'État palestinien, une décision qui a rendu furieux les États-Unis mais qui a gagné les faveurs de Madrid dans le monde arabe. La Russie, pour sa part, considère la renaissance islamique en Espagne comme un problème. Moscou entretient discrètement des liens avec les partis de gauche espagnols, en particulier Podemos, historiquement favorable à la fois aux causes islamistes et aux intérêts russes. En 2020, les services de renseignement de SICH ont découvert une campagne de désinformation russe visant à amplifier les divisions entre la communauté musulmane espagnole et la population dans son ensemble. Le but ? Déstabiliser l'Espagne et affaiblir le flanc sud de l'OTAN. La Chine, quant à elle, joue le jeu du long terme. Pékin a investi massivement dans l'économie halal espagnole, se positionnant comme un arbitre neutre entre Madrid et le monde musulman. Le message est que si l'Espagne veut maintenir ses liens économiques avec la Chine, elle devrait y réfléchir à deux fois avant de se ranger trop étroitement du côté de Washington sur des questions comme Taïwan ou le Xinjiang. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. La renaissance islamique en Espagne ne concerne pas seulement les acteurs extérieurs. Il s'agit aussi de lutte de pouvoir interne. Laissez-moi vous dire que pour la plupart des analystes, la montée de l'islam en Espagne est profondément liée à la crise d'identité plus large du pays. L'Espagne n'a jamais pleinement pris en compte son passé islamique. Pendant des siècles, le récit a été celui de la Reconquista, la reconquête héroïque chrétienne de la péninsule ibérique sous la domination musulmane. Mais ce récit s'effondre. Les jeunes siars, en particulier ceux de gauche, considèrent de plus en plus l'héritage islamique espagnol comme faisant partie de leur identité nationale. Il ne s'agit pas seulement d'histoire. Il s'agit de politique. La droite SICH, en particulier le parti Vox, a saisi la montée de l'islam comme un cri de ralliement, mettant en garde contre une islamisation et exigeant des contrôles plus stricts de l'immigration. La gauche, quant à elle, a réagi en adoptant le multiculturalisme, minimisant souvent les défis bien réels de l'intégration au nom de la tolérance. Le résultat ? Un pays profondément divisé, avec l'islam au centre du débat. Parlons maintenant des implications militaires et stratégiques. La population musulmane croissante en Espagne n'est pas seulement un problème culturel, c'est un problème de sécurité. L'armée SICH s'inquiète depuis longtemps de la radicalisation de ces communautés musulmanes, en particulier dans des villes comme Barcelone et Ceuta, où le recrutement de djihadistes constitue un problème persistant.
Mais la plus grande préoccupation est de savoir ce qui se passerait si la renaissance islamique en Espagne devenait un éclair géopolitique. Imaginez, un instant, un scénario dans lequel le Maroc, enhardi par son influence croissante en Espagne, décide de faire valoir ses revendications sur Ceuta et Melilla de manière plus agressive. L'Espagne, membre de l'OTAN, serait obligée de défendre son territoire souverain. Mais les États-Unis et l'Europe seraient-ils aux côtés de Madrid si cela impliquait de risquer un conflit avec un allié clé de l'Afrique du Nord? C'est le genre de questions qui empêche les stratèges de dormir la nuit. Et n'oublions pas la dimension économique. Le marché halal espagnol représente désormais plus de 10 milliards d'euros par an et connaît une croissance de 15% par an. Cela représente beaucoup d'argent et beaucoup d'effets de levier. Des pays comme le Maroc et la Turquie utilisent déjà la certification halal comme outil de politique économique, récompensant les comédiens siches qui jouent au ballon et punissant ceux qui ne le font pas. Il ne s'agit pas seulement de nourriture. Il s'agit de contrôle. Et à mesure que la population musulmane de l'Espagne augmente, l'influence économique et politique des pays qui façonnent son paysage religieux augmente également. Alors, que se passe-t-il ensuite? Passons en revue les scénarios. Le meilleur des cas est que l'Espagne parvienne à intégrer sa population musulmane sans fracturer son identité nationale. Cela nécessiterait un exercice d'équilibre délicat, embrasser l'héritage islamique de l'Espagne tout en maintenant ses institutions laïques, favoriser les liens économiques avec le monde musulman sans devenir un État client du Maroc ou de la Turquie et lutter contre la radicalisation sans s'aliéner la communauté musulmane dans son ensemble. C'est possible, mais cela nécessiterait un niveau de maturité politique dont l'Espagne a rarement fait preuve dans son histoire moderne. Je donnerais à ce scénario 20% de chances de succès. Le scénario le plus probable est que l'Espagne s'en sorte, l'islam devenant une question de plus en plus polarisante dans sa politique intérieure. La droite continuera à l'utiliser comme un sujet de discorde, la gauche continuera à minimiser ses défis et les acteurs extérieurs continueront d'exploiter les divisions. Au fil du temps, les relations de l'Espagne avec le monde musulman deviendront plus transactionnelles, Madrid échangeant des concessions sur des questions telles que la migration et la certification halal en échange d'avantages économiques. Ce scénario n'est pas catastrophique, mais il n'est pas non plus stable. C'est le genre de crise à combustion lente qui érode la cohésion d'un pays au fil des décennies. Je mettrais les chances que cela se produise à 60%. Le pire des cas est que la renaissance islamique en Espagne devienne le catalyseur d'une crise géopolitique plus large. Imaginez un scénario dans lequel le Maroc, sentant sa faiblesse, intensifie ses revendications sur Ceuta et Melilla. L'Espagne, soutenue par l'OTAN, répond par une démonstration de force. Le Maroc riposte en militarisant la migration, inondant l'Espagne de demandeurs d'asile. L'UE, déjà divisée, ne parvient pas à réagir de manière décisive. Les États-Unis, distraits par d'autres crises, n'offrent qu'un soutien tiède. Dans ce scénario, la communauté islamique espagnole devient un pion dans un jeu plus vaste, avec des éléments radicaux des deux côtés exploitant le chaos. Ce n'est pas inévitable, mais ce n'est pas impossible non plus. Je lui donnerais une chance de 20% faible, mais pas nulle. Maintenant, permettez-moi de ne rien dire de tout cela, cela revient à dire que l'islam lui-même est le problème. La grande majorité des musulmans espagnols sont des citoyens pacifiques et respectueux des lois qui ne souhaitent rien d'autre que vivre leur vie dans la dignité. Le problème n'est pas l'islam. C'est le pouvoir. Et la question à laquelle l'Espagne et l'Europe doivent répondre est de savoir si elles sont prêtes à défendre leur souveraineté à une époque où la religion, l'identité et la géopolitique sont de plus en plus étroitement liées. Alors, que devrait faire l'Espagne ? Premièrement, il faut cesser de prétendre qu'il s'agit simplement d'une question culturelle. C'est une question de sécurité nationale, et elle nécessite une réponse en matière de sécurité nationale. Cela signifie investir dans des capacités de renseignement pour surveiller les opérations d'influence extérieure, renforcer les contrôles aux frontières pour empêcher la militarisation de la migration et interagir avec les communautés musulmanes d'Espagne de manière à favoriser l'intégration sans assimilation. Deuxièmement, l'Espagne doit diversifier ses liens économiques avec le monde musulman. Elle est aujourd'hui trop dépendante du Maroc et des pays du Golfe. Cela doit changer. Troisièmement, l'Espagne devrait utiliser ses liens historiques avec le monde musulman comme un pont et non comme une vulnérabilité. L'Andalousie, avec son riche héritage islamique,
pourrait être une plateforme pour la diplomatie culturelle, un moyen d'interagir avec le monde musulman selon les conditions de l'Espagne, et non les leurs. Mais c'est là que l'Espagne ne peut pas y parvenir seule. L'Europe doit prendre conscience du fait que son flanc sud est sous pression, et que cette pression ne fera que croître. L'UE a besoin d'une stratégie cohérente pour traiter la question de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, une stratégie qui aille au-delà du contrôle migratoire et de la sécurité énergétique. Et les États-Unis doivent cesser de considérer les communautés musulmanes d'Europe comme une menace ou un outil, et commencer à les traiter comme une réalité stratégique qui nécessite une gestion prudente. Laissez-moi vous laisser avec cette pensée. Le renouveau islamique en Espagne ne concerne pas seulement l'Espagne. Il s'agit de l'avenir de l'Europe. Et l'avenir de l'Europe ne concerne pas seulement l'Europe. Il s'agit de l'équilibre mondial des pouvoirs. Les États-Unis, la Russie et la Chine nous regardent tous, et chacun a un intérêt dans la façon dont cela se déroule. La question est de savoir si l'Espagne et l'Occident en général seront à la hauteur du défi ou s'ils seront dépassés. En fin de compte, l'intérêt croissant de l'Espagne pour l'islam n'est pas seulement une histoire de religion. C'est une histoire de pouvoir, d'identité et de lutte pour le contrôle dans un monde de plus en plus multipolaire. Et si nous n'y prêtons pas attention, cela pourrait être l'histoire qui définira le prochain siècle de l'Europe. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la renaissance islamique en Espagne ne se produit pas dans le vide, elle fait partie d'un jeu d'échecs géopolitique beaucoup plus vaste dans lequel les pièces avancent plus rapidement que la plupart des décideurs politiques occidentaux ne peuvent le suivre. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des préoccupations culturelles ou même sécuritaires que j'ai déjà évoquées. Nous parlons d'implications militaires, de concurrence entre grandes puissances et de l'effondrement lent du flanc sud de l'Europe. Considérons d'abord la dimension militaire. L'Espagne abrite certaines des infrastructures les plus critiques de l'OTAN en Méditerranée. La base navale de Rota, par exemple, héberge 4 destroyers américains équipés de l'Aegis, dans le cadre de l'approche adaptative progressive européenne de la défense antimissile. Il y a ensuite la base aérienne de Morón, une étape clé pour les opérations américaines en Afrique et au Moyen-Orient. Ce ne sont pas de simples points sur une carte, ce sont des nœuds dans un réseau mondial de projection de puissance. Et à l'heure actuelle, il se trouve dans un pays où la population musulmane augmente, où l'argent du Golfe afflue dans les mosquées et les centres culturels, et où les acteurs externes qu'ils soient étatiques ou non ont tout intérêt à façonner le récit. Voilà un problème inconfortable. La renaissance islamique en Espagne n'est pas seulement une question intérieure. C'est un vecteur potentiel d'opération d'influence qui pourrait, à terme, éroder la fiabilité de ces bases. Je ne suggère pas un scénario à la Hollywood où les musulmans siches se soulèvent et prennent le contrôle de Rota. C'est absurde. Ce que je dis, c'est que la lente diffusion de l'influence extérieure par le biais de financement, de messages, de formations d'élites sympathiques peut créer un environnement dans lequel l'engagement de l'Espagne envers l'OTAN devient conditionnel. Nous avons déjà vu cela. Regardez la Turquie. Un membre de l'OTAN, certes, mais dont la politique étrangère s'aligne de plus en plus sur la Russie et le monde musulman, souvent au détriment des intérêts occidentaux. La décision d'Ankara de bloquer la coopération de l'OTAN avec la Finlande et la Suède jusqu'en 2023 n'était pas seulement motivée par les griefs des Kurdes, c'était aussi une question de levier, un signal que la loyauté de la Turquie n'est pas automatique. L'Espagne n'est pas la Turquie, mais la même dynamique est à l'œuvre. Parlons maintenant des joueurs qui déplacent déjà leurs pièces. Les États du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar, investissent depuis des années de l'argent en Espagne. Entre 2015 et 2020, l'Arabie Saoudite a investi à elle seule plus de 2 milliards d'euros dans des projets d'infrastructures, d'immobilier et culturel de Siche. Ce n'est pas de la charité. C'est du soft power. Et ça marche. En 2019, Josep Borrell, alors ministre espagnol des Affaires étrangères aujourd'hui plus haut diplomate de l'UE, a publiquement salué l'initiative « Islam modéré » de l'Arabie Saoudite, alors même que Riyad finançait des mosquées à travers l'Europe qui prêchaient une version beaucoup moins modérée de la foi. Les commentaires de Borrell n'étaient pas seulement naïfs, ils témoignent de la profondeur avec laquelle l'argent du Golfe a pénétré le discours politique européen. Et puis il y a le Maroc. La relation de l'Espagne avec Rabat est une leçon de maître sur la manière de ne pas gérer une rivalité géopolitique.
Le Maroc a passé des décennies à utiliser la migration comme une arme pour faire pression sur l'Espagne, la dernière fois en 2021, lorsqu'il a autorisé plus de 10 000 migrants à prendre d'assaut l'enclave Sich de Ceuta après que Madrid ait autorisé le chef du Front Polisario à recevoir des soins médicaux en Espagne. Ce n'était pas un accident. C'était un « nous contrôlons le flux, et nous pouvons l'activer ou le désactiver en fonction de votre comportement ». Aujourd'hui, avec l'augmentation de la population musulmane en Espagne, le Maroc dispose d'un autre levier à actionner. Rabat ne veut pas seulement contrôler la migration, il veut façonner l'identité islamique de l'Espagne. Et cela avec un succès remarquable. Le gouvernement marocain finance la grande majorité des imams en Espagne, les forme dans les institutions religieuses marocaines et veille à ce que leurs sermons correspondent aux intérêts politiques de Rabat. Ce n'est pas de l'intégration. C'est une colonisation par d'autres moyens. Mais le Golfe et le Maroc ne sont pas les seuls acteurs. La Russie étend discrètement son influence en Méditerranée occidentale, en utilisant la désinformation, les accords énergétiques et même des groupes mercenaires comme Wagner pour prendre pied. En 2022, les services de renseignement de Sich ont découvert une campagne de désinformation liée à la Russie et ciblant les communautés musulmanes d'Espagne, amplifiant les récits anti-occidentaux et attisant les divisions sur des questions telles que l'islamophobie et la Palestine. L'objectif de Moscou n'est pas de convertir Siar à l'islam, mais de créer une société fracturée et polarisée dans laquelle l'engagement de l'Espagne envers l'OTAN et l'UE est constamment remis en question. Et ça marche. Un sondage de 2023 a révélé que près de 40% des musulmans sikhs de moins de 30 ans ont une opinion favorable de la Russie, contre seulement 15% de la population générale. Ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'années de messages ciblés. Ensuite, il y a la Chine. L'approche de Pékin est plus subtile mais non moins stratégique. Grâce à son initiative, la ceinture et la route, la Chine a investi massivement dans les ports de Sich, notamment à Valence et à Algésiras, deux des plus fréquentés d'Europe. Il ne s'agit pas uniquement d'investissements commerciaux, ce sont des atouts stratégiques. En cas de conflit, le contrôle des ports méditerranéens pourrait déterminer si l'OTAN peut réapprovisionner son flanc sud. Et la Chine ne se contente pas de construire des infrastructures. Il s'agit également d'entretenir des relations avec les communautés musulmanes d'Espagne. En 2021, le gouvernement chinois a financé un institut Confucius à l'université islamique d'Averroès à Cordoue, une décision qui a fait sourciller à Madrid. En apparence, il s'agit d'échanges culturels. Sous la surface, il s'agit de former la prochaine génération de dirigeants musulmans sikhs à sympathiser avec la vision du monde de Pékin. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la posture militaire espagnole ? Tout d'abord, cela signifie que la fiabilité des engagements de l'Espagne auprès de l'OTAN ne peut plus être considérée comme acquise. En 2022, l'Espagne était l'un des rares membres de l'OTAN à atteindre l'objectif de dépenses de défense de 2% du PIB. Mais l'argent à lui seul ne résoudra pas le problème. La vraie question est de savoir si les dirigeants politiques et militaires espagnols pourront conserver la confiance de leurs citoyens musulmans ou si des acteurs extérieurs parviendront à en faire une cinquième colonne. Ce n'est pas une hyperbole. Cela se produit déjà dans d'autres régions d'Europe. En Belgique, par exemple, le gouvernement a dû sévir contre les imams prêchant l'idéologie djihadiste, dont beaucoup ont été formés en Arabie Saoudite ou au Maroc. En France, l'État a fermé des mosquées et expulsé des imams étrangers pour prévenir la radicalisation. L'Espagne a jusqu'à présent évité ces extrêmes, mais la pression monte. C'est ici que les choses deviennent vraiment inconfortables. Les États-Unis et leurs alliés européens ont passé des décennies à traiter le monde musulman soit comme un problème à gérer, soit comme une ressource à exploiter. Nous avons envahi l'Irak, nous avons soutenu des dictateurs, nous avons fermé les yeux sur les violations des droits de l'homme au nom de la stabilité. Et maintenant, on s'étonne que le monde musulman ne nous fasse pas confiance ? Quand les États du Golfe financent des mosquées en Europe pour contrer l'influence occidentale ? Quand le Maroc utilise la migration comme une arme ? Quand la Russie et la Chine exploitent ces divisions pour affaiblir l'OTAN ? Ce n'est pas une grande conspiration. C'est le résultat logique de décennies de politique à courte vue. Alors, quelle est la voie à suivre ? Premièrement, l'OTAN doit reconnaître que son flanc sud n'est plus un théâtre secondaire. La Méditerranée constitue la nouvelle ligne de front dans la compétition entre grandes puissances, et l'Espagne en est le point zéro.
Cela signifie davantage de partage de renseignements, davantage d'exercices conjoints, et surtout, davantage d'engagement avec les communautés musulmanes d'Espagne. À l'heure actuelle, l'action de l'OTAN auprès des populations musulmanes est quasiment inexistante. C'est une erreur. L'Alliance doit indiquer clairement qu'être un musulman siche et être un citoyen loyal de l'OTAN ne s'excluent pas mutuellement. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce n'est pas impossible. L'armée américaine a connu du succès avec des initiatives similaires dans le passé, comme la campagne « Les musulmans dans l'armée » pendant la guerre en Irak. Il est temps de relancer ces efforts en Europe. Deuxièmement, l'Espagne doit prendre au sérieux la lutte contre l'influence étrangère dans ses communautés musulmanes. Cela ne signifie pas réprimer les mosquées ou interdire les financements étrangers, cela serait contre-productif. Cela signifie la transparence. À l'heure actuelle, personne ne sait combien d'argent afflue vers les institutions islamiques espagnoles en provenance du Golfe, du Maroc ou d'ailleurs. Cela doit changer. L'Espagne devrait exiger que tous les financements étrangers destinés aux institutions religieuses soient divulgués et elle devrait travailler avec ses partenaires de l'UE pour créer un cadre commun de surveillance de l'influence extérieure dans les communautés musulmanes d'Europe. Troisièmement, les États-Unis doivent cesser de traiter les populations musulmanes d'Europe comme une menace ou comme un outil. Ils ne le sont ni l'un ni l'autre. Il s'agit d'une réalité stratégique et ils doivent être impliqués en tant que tels. Cela signifie plus de programmes d'échange culturel, plus de bourses permettant aux musulmans européens d'étudier aux États-Unis, surtout, plus d'écoute. Les États-Unis ont une longue histoire de dialogue avec les communautés musulmanes plutôt que de dialogue avec elles. Cela doit changer. Les récents efforts de l'administration Biden pour dialoguer avec les communautés musulmanes américaines constituent un pas dans la bonne direction, mais l'Europe a besoin du même niveau d'attention. Laissez-moi vous laisser avec ceci. L'histoire du renouveau islamique en Espagne ne concerne pas seulement l'Espagne. Il s'agit de l'avenir de l'OTAN. Il s'agit de savoir si l'Alliance peut s'adapter à un monde dans lequel son flanc sud n'est plus une région stable orientée vers l'Occident mais un espace contesté où les grandes puissances se disputent l'influence. Il s'agit de savoir si l'Occident peut enfin tirer les leçons de ses erreurs dans le monde musulman ou s'il est condamné à les répéter. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si la population musulmane d'Espagne va croître. Ce sera. La question est de savoir si l'Espagne et l'Occident en général auront la sagesse de faire de cette croissance un atout plutôt qu'un handicap. Car si nous ne le faisons pas, les conséquences ne se feront pas sentir seulement à Madrid ou à Barcelone. Ils se feront sentir à Washington, à Bruxelles et dans toutes les capitales où se décide l'avenir de l'ordre occidental. Et d'ici là, il sera peut-être trop tard. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la croissance de la population musulmane en Espagne n'est pas seulement un changement démographique, c'est une bombe politique à retardement, et la mèche est déjà allumée. Le discours de l'establishment, tant à Madrid qu'à Bruxelles, traite cela comme une curiosité culturelle, une note de bas de page dans l'histoire plus large de l'intégration européenne. Mais c'est dangereusement naïf. Parce qu'en Espagne, l'islam n'est pas qu'une religion. Il s'agit d'une ligne de fracture qui traverse l'immigration politique la plus explosive du pays, son identité nationale et l'héritage de son propre passé impérial. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La classe politique espagnole a passé les 2 dernières décennies à prétendre que les communautés musulmanes du pays étaient soit invisibles, soit sans importance. Le Partido Popular, le parti espagnol de centre-droit, a toujours traité l'immigration comme une question d'ordre public, la définissant en termes de sécurité aux frontières et de criminalité. Le Parti socialiste, quant à lui, oscille entre un multiculturalisme performatif et un déni pur et simple, comme si reconnaître le poids politique des musulmans espagnols risquait d'une manière ou d'une autre de miner sa crédibilité progressiste. Aucune des deux approches ne fonctionne. Car la réalité est que la population musulmane d'Espagne aujourd'hui estimée à environ 2,6 millions, soit 5,5% du total ne se contente pas de croître. Elle devient plus organisée, plus affirmée et plus engagée politiquement. Voilà qui met mal à l'aise, les partis politiques espagnols ne sont malheureusement pas préparés à ce changement. Prenez les élections générales de 2023. Pour la première fois, les électeurs musulmans sont devenus un bloc visible, courtisé par des partis de tous bords.
La coalition de gauche Sumar, dirigée par Yolanda Díaz, a fait des démarches auprès des communautés musulmanes, en promettant d'abroger la controversée « loi Bayon », qui a été utilisée pour cibler les fidèles des mosquées et les militants musulmans. Comme on pouvait s'y attendre, le parti de droite Vox a doublé sa rhétorique anti-islam, présentant la religion comme une menace existentielle pour l'identité sikh. Mais aucun des deux camps n'a de stratégie cohérente pour interagir avec les électeurs musulmans. Ils sont soit moqueurs, soit diabolisants, sans rien entre les deux. Et c'est là que réside le véritable danger. Parce que les communautés musulmanes d'Espagne ne sont pas monolithiques. Ils sont divisés selon des critères ethniques, linguistiques et idéologiques. Le groupe le plus important, celui des immigrés marocains et leurs descendants, est souvent considéré comme un problème social associé à la pauvreté, à la criminalité et à la radicalisation. Mais il existe également un nombre croissant de convertis à sikh, dont beaucoup appartiennent à la classe moyenne et sont politiquement actifs, qui voient l'islam comme une forme de résistance spirituelle et politique au matérialisme occidental. Il y a ensuite les communautés d'Afrique subsaharienne, du Pakistan et du Moyen-Orient, chacune avec ses propres griefs et aspirations. L'État de sikh n'a aucune idée de la manière de surmonter ces divisions, car il n'a jamais eu à le faire auparavant. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2021, le gouvernement sikh a discrètement approuvé la création de la Commission islamique d'Espagne, un organisme censé représenter les communautés musulmanes du pays dans les négociations avec l'État. Sur le papier, cela ressemble à un progrès. En réalité, c'est le bordel. La commission est dominée par la Fédération des entités religieuses islamiques d'Espagne, étroitement liée au gouvernement marocain. C'est vrai, le même gouvernement marocain qui a passé des décennies à utiliser sa diaspora en Espagne comme outil de soft power, finançant des mosquées, des centres culturels et même des campagnes politiques. L'État sikh, dans son infinie sagesse, a essentiellement confié la gestion de ces communautés musulmanes à un gouvernement étranger ayant son propre agenda. Maintenant, vous pourriez l'être et alors ? Le Maroc a tout intérêt à ce que la stabilité en Espagne soit assurée. Il ne veut pas de chaos. Et vous auriez raison, jusqu'à un pot. Mais voici le problème avec le soft, ce n'est pas anodin. C'est un outil d'influence, et le Maroc l'utilise de main de maître. En 2018, le gouvernement marocain a lancé l'initiative « Marocains du monde », un programme destiné à renforcer les liens entre Rabat et sa diaspora en Europe. Le but ? Veiller à ce que les communautés marocaines à l'étranger restent fidèles à la monarchie et non à leur pays d'accueil. Et ça marche. En Espagne, les mosquées et les centres culturels financés par le Maroc sont devenus des centres d'activité politique, promouvant souvent un discours présentant le Maroc comme le leader naturel du monde musulman et l'Espagne comme un ancien oppresseur colonial qui n'a toujours pas expié ses péchés. Il ne s'agit pas seulement de religion. C'est une question de géopolitique. Le Maroc a passé la dernière décennie à se positionner comme un acteur clé de l'architecture de sécurité européenne, proposant son aide à la gestion des flux migratoires en échange de concessions politiques et économiques. L'Espagne, qui cherche désespérément à endiguer la vague de migration irrégulière en provenance d'Afrique du Nord, n'est que trop heureuse de jouer le jeu. Mais il y a un piège. En permettant au Maroc de façonner le discours au sein de ses communautés musulmanes, l'Espagne cède de fait le contrôle d'une partie essentielle de sa propre population. Et c'est la recette du désastre. Parlons des conséquences politiques. La montée en puissance de Vox, le parti d'extrême droite espagnol, est la conséquence la plus évidente de cette dynamique. Vox a fait de la rhétorique anti-islam la pierre angulaire de son programme, qualifiant la religion d'incompatible avec les valeurs de sikh. En 2019, le chef du parti, Santiago Abascal, a prononcé un discours dans lequel il a mis en garde contre une « reconquista à l'envers », une référence à la reconquête chrétienne de l'Espagne après la domination musulmane qui a duré plusieurs siècles. Il s'agissait d'une provocation délibérée destinée à attiser la peur et la division. Et ça a marché. Vox est désormais le troisième parti au Parlement espagnol, avec 52 sièges. Mais voici que le Vox n'est pas qu'un mouvement marginal. C'est le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. L'establishment politique de sikh n'a pas réussi à offrir une alternative convaincante à ces discours alarmistes, par conséquent, le discours du parti gagne du terrain. Mais Vox n'est pas la seule menace. La gauche, elle aussi,
a du mal à s'adapter. Le Parti socialiste, qui a gouverné l'Espagne pendant une grande partie de la dernière décennie, a tenté de franchir une ligne fine à l'égard de l'islam, en condamnant l'islamophobie tout en réprimant ce qu'il appelle la radicalisation. Le problème est que son approche est entièrement réactive. Il n'a pas de stratégie à long terme pour intégrer les communautés musulmanes d'Espagne, ni de vision sur la manière dont elles s'intégreront dans l'avenir du pays. Et cela crée un vide qui est comblé par des acteurs extérieurs, du Maroc à la Turquie en passant par les États du Golfe, qui voient tous les musulmans d'Espagne comme un levier d'influence potentiel. Alors, où cela nous mène-t-il ? Imaginons quelques scénarios. Le premier est le statu quo. L'Espagne continue de s'en sortir, traitant sa population musulmane comme un problème à gérer plutôt que comme une circonscription à impliquer. La classe politique reste divisée, la droite attisant la peur et la gauche proposant des platitudes vides de sens. Pendant ce temps, des acteurs extérieurs, le Maroc, la Turquie, l'Arabie saoudite continuent de façonner le discours au sein des communautés musulmanes d'Espagne, les transformant en mandataires dans une lutte géopolitique plus large. C'est l'issue la plus probable à court terme, mais c'est aussi la plus dangereuse. Car au fil du temps, cela approfondira les divisions au sein de la société siche, rendant plus difficile le fonctionnement du pays en tant qu'unité politique cohérente. Le deuxième scénario est une réaction violente. À mesure que la population musulmane de l'Espagne augmente, le risque de conflit augmente également. Nous en avons déjà eu un aperçu dans des endroits comme Ceuta et Melilla, les enclaves de Siche en Afrique du Nord où les tensions entre les communautés musulmanes et chrétiennes ont éclaté ces dernières années. Si la classe politique espagnole continue d'ignorer la question, nous pourrions assister à une montée de la violence communautaire, alimentée par les inégalités économiques, le ressentiment culturel et l'attisation délibérée des griefs par des acteurs extérieurs. C'est le scénario du cauchemar, celui qui empêche les responsables de la sécurité de dormir la nuit. Et ce n'est pas aussi farfelu qu'il y paraît. L'Espagne a une longue histoire de conflits ethniques et religieux, de la Reconquista à la guerre civile de Siche. Les ingrédients d'une autre explosion sont déjà là. Le troisième scénario est le plus optimiste et le moins probable. Dans cette version des événements, la classe politique espagnole prend enfin conscience de la réalité de sa population musulmane et commence à s'engager de manière significative avec elle. Le gouvernement investit dans l'éducation, les opportunités économiques et la représentation politique des communautés musulmanes, tout en réprimant l'ingérence étrangère. Le résultat est une société plus intégrée et plus cohésive, dans laquelle l'islam est considéré comme une partie du patrimoine espagnol plutôt que comme une menace pour son avenir. C'est le scénario que les alliés de l'Espagne, en particulier les États-Unis et l'UE, devraient préconiser. Mais cela nécessite un niveau de courage politique qui, jusqu'à présent, a fait défaut. Soyons honnêtes, aucun de ces scénarios n'est inévitable. Mais plus l'Espagne attendra pour résoudre ce problème, plus il lui sera difficile d'orienter le pays vers un avenir stable. Et c'est là qu'intervient le reste de l'Occident. Parce que l'Espagne n'est pas une exception. Il s'agit d'un microcosme d'un défi beaucoup plus vaste: comment intégrer les populations musulmanes croissantes de manière à renforcer, plutôt qu'à affaiblir, le tissu social du continent. La vérité inconfortable est que les communautés musulmanes d'Europe sont là pour rester. Ils ne vont nulle part. Et la question n'est pas de savoir s'ils deviendront une force politique, mais plutôt quand. La vraie question est de savoir si la classe politique européenne aura la sagesse de s'engager avec eux selon leurs propres conditions, ou si elle continuera à les traiter comme un problème à résoudre. Car si c'est le cas, les conséquences ne se feront pas sentir qu'en Espagne. Ils se feront sentir sur tout le continent, de Paris à Berlin en passant par Rome. Et d'ici là, il sera peut-être trop tard pour revenir en arrière.